Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de déterminisme et surtout des implications sociales et politiques de ce concept. Alors le déterminisme, c'est l'idée selon laquelle tout événement est la résultante d'une ou plusieurs causes antérieures à lui. Oui, ce qui semble assez logique, il serait difficile d'imaginer une chose qui se produit sans avoir de cause. C'est logique, oui, et pourtant, le déterminisme a parfois du mal à se faire accepter par pas mal de gens. Parce que si le monde physique est déterminé, il implique que nous-mêmes, nous sommes également déterminés. Nous sommes la résultante d'un enchaînement de cause à effet, et donc nos choix et nos comportements sont eux aussi déterminés par des événements passés. Le déterminisme remet alors en question la notion de libre arbitre. Oui, mais après on fait nos propres choix, on a quand même la liberté de choisir certaines choses dans nos vies. Alors il y a une confusion qui est souvent faite quand on parle de libre arbitre. Si on dit qu'à certains moments on prend des décisions volontairement et consciemment, avec aucun sentiment de contrainte, alors oui c'est le cas, et le déterminisme ne réfute pas du tout ça. En revanche, ce qu'il dit, c'est que ces décisions-là, elles sont elles-mêmes déterminées. Nous faisons des choix, certes, mais on peut se demander pourquoi nous faisons ces choix. Et en réfléchissant ainsi, on tombera toujours sur des événements extérieurs à nous, soit des facteurs biologiques, soit des facteurs sociaux. Mais dans les deux cas, ils ont une origine antérieure à nous. Nous n'aurons pas choisi notre naissance, ni notre génétique, ni l'environnement social dans lequel nous avons grandi. Oui, ok, on est nous aussi déterminés, mais quand on parle de liberté, c'est pour parler du fait qu'on agit selon nos propres désirs, nos propres volontés. Ah oui, tu vas nous dire que nos désirs et nos volontés sont eux-mêmes déterminés par des choses passées. Et oui, c'est important de distinguer le sentiment de liberté, qui est bien réel, et l'existence d'une liberté absolue qui serait indépendante de tout déterminisme, qui, elle, ne peut tout simplement pas exister. Et c'est souvent que ce dernier, le libre arbitre indéterminé, est justifié par des arguments qui devraient justifier uniquement le sentiment de liberté. Si vous n'êtes pas encore convaincu de tout ça, je vous renvoie vers la vidéo de Monsieur Phi sur le sujet qui explique ça plus en détail, et ici on va passer à la suite. Une précision tout de même, il faut bien distinguer le déterminisme du fatalisme. Le fatalisme, c'est l'idée qu'il y aurait une destinée, un avenir écrit à l'avance auquel vous ne pouvez échapper ou influer, et ce, quels que soient vos choix. Le déterminisme s'oppose à ça. Il y a bien un futur qui est déterminé, mais il est déterminé par des processus physiques de causalité. Donc, contrairement à ce qui est suggéré dans le fatalisme, votre futur n'est pas décidé à l'avance, quels que soient vos choix, mais vos choix et vos comportements ont bel et bien un impact sur votre vie et sur le monde, juste qu'ils sont déterminés. Comme on l'a mentionné au début, il y a divers facteurs qui vont nous déterminer tout au long de notre vie. Et il serait vain de croire qu'on est en mesure de tous les appréhender. On a cumulé beaucoup trop d'événements dans notre existence pour qu'on soit en mesure de s'en souvenir et encore moins d'estimer à quel degré ces événements ont pu nous impacter. Je pense même que cette incapacité à appréhender la multitude de facteurs qui nous déterminent participe au fait qu'on ait tendance à croire au libre arbitre. Par exemple, on va dire... Je connais deux personnes, elles ont eu la même vie et pourtant elles sont différentes. Ça montre bien que tout n'est pas déterminé. Et ce parce qu'il existe une multitude de causes, de rencontres, d'événements, de petits détails qui diffèrent d'une vie à l'autre. À l'image de la célèbre métaphore de l'effet papillon, qui dit qu'un petit événement peut avoir des impacts, des conséquences indirectes très importantes sur le long terme, et qu'il nous est alors impossible de tout prévoir et d'appréhender à l'avance. À l'échelle individuelle, il peut être intéressant de questionner ce qui est à l'origine de nos comportements, de nos désirs, de nos personnalités, tout en sachant qu'on ne pourra pas tout décrypter. Mais c'est surtout à l'échelle de la société qu'on va pouvoir étudier ça de manière plus scientifique, en observant des tendances générales, et sur le plan politique, que ces questions vont être particulièrement intéressantes, parce qu'on va pouvoir agir en amont des problèmes. Prenons un exemple au hasard, le terrorisme. Un certain homme politique avait dit une phrase que je trouve très problématique à ce sujet, il avait dit « Il ne faut pas chercher à comprendre, parce que ce serait excuser ». Et ce genre de raisonnement fait qu'on ne va jamais se pencher sur la source des problèmes. Pourtant, c'est quand même une bonne question. Pourquoi il y a des gens qui commettent des actes terroristes, ou même des crimes en général? Est-ce que c'est des facteurs biologiques? Bon, si c'est le cas, pas évident de trouver de solution, mais peut-être que c'est plutôt des facteurs sociaux. Est-ce que c'est l'inclusion des gens dans la société? Est-ce que c'est la précarité? Est-ce que c'est la marginalisation? Ou plusieurs facteurs? Ou des événements à certains moments de leur vie? Ou encore d'autres choses? Et moi, je n'ai pas de réponse à ce sujet. C'est surtout un exemple pour dire que si on veut améliorer les choses, il est important de comprendre les différentes causes pour pouvoir faire les changements adéquats dans la société. Mais si le sujet en question vous intéresse, il y a un live de la Tronche en Biais très intéressant là-dessus. Ok, c'est pertinent de chercher ce qui détermine nos comportements. Et du coup, comment on sait ce qui nous détermine? Alors, comme je l'ai dit précédemment, on est déterminé soit par des facteurs biologiques, soit par des facteurs sociaux. Bon, sur l'aspect politique, si on a envie de faire évoluer la société, il n'est pas évident de changer des choses qui sont intrinsèques aux individus, donc les facteurs biologiques. Alors on va surtout s'attarder sur les déterminants sociaux. Et ça tombe bien puisque, comme nous le montrent de multiples études en psychologie et en sociologie, les facteurs sociaux semblent quand même en grande partie déterminer nos comportements, là où on a un peu plus de marge de manœuvre. Et on va d'ailleurs voir qu'en général, on a tendance à sous-estimer l'importance de l'influence sociale. Alors il faut savoir qu'on est tous victimes d'un gros biais psychologique, le biais fondamental d'attribution. On a tendance à attribuer les comportements des gens à des attributs personnels et on prête moins attention aux facteurs sociaux.
Donc si une personne agit mal, on va considérer que c'est une mauvaise personne, en omettant toutes les explications sociales qu'il pourrait y avoir derrière ça. L'expérience sur la soumission à l'autorité du psychologue Milgram a par exemple montré comment des gens ordinaires pouvaient être amenés à infliger de grandes souffrances à d'autres personnes, simplement en les mettant dans un contexte social où ils accepteraient la demande d'une personne mise en position d'autorité. Et ces gens-là n'étaient pas du tout forcés. Je ne détaille pas l'expérience ici, mais en gros, en mettant les gens dans une position où ils délèguent leurs responsabilités à une autorité, ce qu'on appelle l'état agentique, on pouvait assez facilement amener des sujets à électrocuter une autre personne. Bon, la personne électrocutée était complice, elle n'était pas vraiment électrocutée. Et bien sûr, on serait tenté de dire que nous, dans une telle situation, on n'aurait pas agi ainsi, qu'il faudrait avoir un sacré problème pour faire ça. Sauf que non, les gens qu'on amène à faire ça sont des gens tout à fait ordinaires, et la grande majorité a été au bout de l'expérience. Ce qu'on peut conclure de cette expérience et de beaucoup d'autres connaissances qu'on a sur l'influence sociale, c'est que les gens qui ont des comportements pouvant entraîner de la nuisance ne sont pas forcément des personnes malveillantes. Bon, et à l'inverse, une personne qui a un comportement bienveillant à un moment donné ne signifie pas qu'elle est bienveillante en général. Ne pas voir les autres comme des gens intrinsèquement dangereux et malveillants, ça permet d'être plus dans la compréhension et de garder une attitude bienveillante. Et en plus de se demander comment les autres en arrivent à avoir des comportements entraînant de la souffrance, on peut aussi réfléchir au fait que nous, aussi, on agit certainement pas toujours très bien et que le contexte social nous y influence. Et pour beaucoup de nos comportements problématiques, on ne se rend même pas compte, comme on l'a vu dans la vidéo sur l'engagement et la dissonance cognitive, que je vais d'ailleurs assez souvent citer dans la vidéo présente. En sociologie, lorsqu'on retrouve dans la société un certain comportement appliqué par plusieurs individus, on parle de fait social. Comme exemple de fait social, les gens s'habillent d'une manière dépendante de leur culture, il est plus difficile pour une personne noire de trouver un travail ou un logement, il y a des agressions sexuelles, dont 99% sont faites par des hommes. Donc ça c'était quelques exemples de faits sociaux, on va voir aussi quelques exemples d'influence sociale. Là aussi il y en a beaucoup, je vous en donne juste quelques-uns. Déjà il y a la norme sociale qu'on intègre, par exemple vous avez intégré une certaine manière de vous habiller, probablement conforme à votre genre, à votre époque, à vos groupes sociaux. Il y a aussi le conformisme qui nous pousse à changer nos comportements et à nos croyances pour les adapter à la majorité. La célèbre expérience de H, par exemple, montre que dans une tâche très simple qui demande de comparer des tailles de lignes, les individus, alors qu'ils connaissent la bonne réponse, peuvent donner une mauvaise réponse juste parce qu'ils ont entendu d'autres personnes donner cette mauvaise réponse avant eux. Et si vous vous dites que vous ne laisserez pas les autres et le contexte vous influencer, eh bien vous êtes peut-être dans un état de réactance psychologique qui vous poussera à agir à l'inverse des normes pour lesquelles vous vous sentez incité. Donc vous êtes encore influencé par le contexte. La réactance, on en avait parlé, c'est l'état où on veut récupérer notre liberté lorsqu'on la sent menacée. Elle nous pousse à ne pas accepter les choses qui nous sont imposées. A l'inverse, on est plus conciliant lorsqu'on a le sentiment d'être libre. C'est pour ça que les différentes techniques de manipulation qu'on appelle soumission sans pression fonctionnent bien. C'est parce qu'on ne remarque pas qu'elles nous influencent. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo qui résume quelques-unes de ces techniques, genre pied dans la porte, etc. Bon, j'ai donné quelques exemples d'influence sociale, mais le but ici c'est pas forcément d'être exhaustif, l'important c'est surtout de comprendre que nos comportements et nos pensées sont fortement influencés par le contexte. Donc la société a beaucoup d'influence sur nos pensées et nos comportements. Et si on regarde à l'échelle de la société et de son évolution au cours du temps, on peut même voir que les idées et les valeurs sont très dépendantes des conditions économiques et matérielles dans lesquelles nous vivons. C'est ce que montre le courant de pensée qu'on appelle le matérialisme. Et ici, je ne parle pas du matérialisme comme le fait d'être attaché aux objets ou aux choses matérielles, je parle du matérialisme comme on l'utilise en philosophie et en sociologie, c'est-à-dire l'idée que l'évolution des pensées est déterminée par le contexte matériel et les rapports sociaux. Cette notion nous permet une meilleure compréhension des réalités sociales et des événements historiques, en pensant les idéologies et l'évolution des sociétés, non pas comme aléatoires ou se faisant au gré des réflexions de chacun, mais comme le produit des contextes sociaux et historiques. Et pour illustrer ça, on peut prendre un exemple assez récurrent sur la chaîne en se demandant comment naissent les discriminations et oppressions. Comme on l'avait vu dans la deuxième vidéo, ce ne sont pas les idéologies racistes ou spécistes qui ont amené l'esclavage ou l'exploitation, mais c'est l'inverse, les contextes sociaux et matériels où on dépossède la vie d'autrui, où on les considère comme des marchandises et que leur vie n'est plus à leur disposition. Donc il y a un rapport de domination qui a amené à construire des idéologies oppressives pour justifier l'oppression des gens en place. Et comme on peut le voir au quotidien, les personnes véhiculant une idéologie spéciste n'ont pas conscience de ce qu'est le spécisme. Donc ça ne découle pas d'une simple erreur de raisonnement où on aurait conclu qu'il faut être spéciste et du coup on agit comme tel. Non, c'est une réflexion qui existe uniquement parce que notre mode de vie exploite les animaux. Et donc, on s'en justifie. Et c'est vraiment intéressant de considérer les problématiques sociales comme pas seulement les comportements des individus, mais comme le fruit d'un contexte social dans lequel les individus s'inscrivent et ont été amenés à agir comme ils le font. Pour aller plus loin sur cette réflexion matérialiste pour penser les oppressions, je vous invite à écouter cette conférence d'Axel Pleius-Bror où elle reprend les éléments du féminisme matérialiste
pour l'appliquer à d'autres oppressions, notamment au spécisme. Et c'est vraiment génial. L'intérêt d'analyser l'émergence des oppressions d'un point de vue déterministe et matérialiste, c'est que ça nous permet de comprendre qu'on est nous-mêmes du côté oppressif dans certains rapports sociaux, et que nos propres idées et comportements découlent de ces rapports de force. Donc si on a intégré une idéologie spéciste et oppressive envers les animaux, ce n'est pas parce qu'on est de mauvaises personnes, mais parce qu'on est dans une position de domination sociale envers eux, et que toute la société nous pousse à penser et à agir comme on le fait, à travers par exemple la publicité qui nous encourage à voir les animaux comme des biens consommables, le conformisme social, les multiples biais engageants, biais de confirmation, dissonance cognitive, engagement psychologique, nous amenant à se persuader qu'on agit bien. Et il faut bien prendre en compte que ces facteurs engageants nous engagent sur des comportements qu'on n'a pas choisis. On nous a amenés à consommer des animaux depuis notre enfance et on a construit notre pensée en fonction de ce rapport social. Donc ce qui nous apparaît maintenant comme un choix personnel n'est finalement pas tellement un choix qui vient de nous. Évidemment, vous pouvez faire les mêmes raisonnements avec d'autres oppressions, ça marche très bien. Et d'ailleurs, il y a quelques vidéos sur le sexisme en préparation. Bon, et maintenant, on va déconstruire un autre problème social de taille, la croyance en un monde juste et la méritocratie. On a tendance à penser que le monde est juste. Et si le monde est juste, alors les gens méritent ce qui leur arrive. Ce qui nous amène à l'idée de méritocratie. La méritocratie, c'est une idéologie qui considère que dans la société, il y a des gens qui réussissent mieux, qui vont avoir une reconnaissance et un confort de vie supérieur aux autres, et forcément, il y aura à l'inverse des personnes qui auront un statut social et des accès aux ressources plus faibles, mais c'est normal, puisqu'ils auront tous mérité leur place. Et si on regarde ça d'un œil déterministe, ça n'a pas vraiment de sens de parler de mérite. On a seulement été déterminé par tout un tas de facteurs antérieurs à nous, à agir et à être ce qu'on est aujourd'hui. Personne n'est plus méritant que qui que ce soit d'autre. Et c'est important de déconstruire la méritocratie car elle est violente. Elle renvoie à ceux qui n'ont pas réussi que c'est leur faute, qu'ils n'ont pas été assez bons ou qu'ils n'ont pas assez travaillé. On peut quand même être conscient du déterminisme, mais quand même adhérer à la méritocratie. Parce que grâce à ça, les gens sont poussés à faire des efforts et pas juste plaindre quand ça marche pas en accusant la société. Alors c'est pertinent, mais il y a plusieurs choses qui me laissent penser que ça ne marche pas trop. Déjà, sur le plan psychologique, quand on dit aux gens qu'ils pourraient faire mieux s'ils faisaient des efforts, eh bien c'est pas très efficace. Et ça peut même entraîner un sentiment de culpabilité, et pour beaucoup de gens, ça n'aide pas trop à avancer. D'ailleurs, comme on l'avait déjà vu quand on a parlé de labellisation, quand on laisse penser à une personne qu'elle est par exemple nulle ou feignante, ça peut avoir pour effet qu'elle se perçoive comme l'étant d'autant plus, et donc la décourager à faire des efforts. La méthode, si vous voulez que ça aille mieux, il suffit de faire des efforts, elle ne semble pas très pertinente d'une part, mais surtout poser un autre gros problème sur le plan politique et moral, car si on accepte que dans la société il y a des inégalités en disant oui il y a des inégalités mais tout le monde a les mêmes chances d'accéder aux positions privilégiées, ça revient à accepter que certaines personnes aient des belles vies pendant que d'autres sont dans la galère en se persuadant qu'ils l'ont mérité. Sauf que vu qu'on a de base un système inégal, on sait pertinemment qu'il y aura des gens qui réussiront moins. Ça n'a pas de sens de leur reprocher. Et puis cette idée d'égalité des chances, c'est une illusion, puisqu'on n'a jamais une égalité des chances parfaite. Et si c'était le cas, ça voudrait dire que tout se joue au hasard. Oui, puisque n'importe quelle différence de compétences, de volonté, etc. est forcément déterminée. Donc une pure égalité des chances, c'est le hasard. Politiquement, on peut opposer l'idée de l'égalité des chances, comme je viens de décrire, à celle d'égalité des places, qui revient plutôt à accepter que tous n'ont pas les mêmes chances, mais que la société doit faire en sorte que malgré ça, il y ait une certaine égalité entre les gens. Et tout à l'heure, tu as parlé de croyance en un monde juste, tu en dis pas plus ? Effectivement, j'y reviens, la croyance en un monde juste, c'est cette tendance qu'on a à croire que le monde est juste, même quand on a toutes les raisons de penser qu'il ne l'est pas vraiment. Cette tendance à croire en cette justice illusoire, ça a été étudié en psychologie et on appelle ça la CMJ, croyance en un monde juste. Et ça a été conceptualisé par le psychologue social Lerner. Comme le montre une de ses expériences phares, le paradigme de la victime innocente, on a tendance à blâmer les victimes et à valoriser ceux qui réussissent, en se persuadant que c'est juste, même quand on a toutes les raisons de penser que ce n'est absolument pas juste. Dans l'expérience en question, les participants voyaient différents petits films. Parmi ces petits films, il y en avait un où on voyait deux personnes travailler et les deux travailler autant l'une que l'autre. Mais une seule des deux était récompensée, avec un tirage au sort, donc c'est du pur hasard. Et quand on questionne les participants là-dessus, ils ont tendance à considérer que la personne qui a gagné avait mieux travaillé, alors même que la récompense était totalement due au hasard. D'ailleurs, sur l'évolution de cette croyance en un monde juste, une étude de Plogan concerne le regard qu'on porte vis-à-vis de la pauvreté. Elle a montré que ces dernières décennies, on est davantage passé d'une explication sociale de la pauvreté à une explication plus individuelle. Les individus n'étaient plus les victimes du système social, mais les victimes d'elles-mêmes. S'ils sont pauvres, c'est qu'ils en sont responsables. Ils ne sont pas assez mobilisés dans la recherche du travail, ou ils sont perçus comme des profiteurs. Non seulement ils ne se bougent pas, mais en plus ils profitent du système. Et de fait, comme je le disais précédemment, ça a pour conséquence qu'on a tendance à blâmer les victimes. Dans les agressions sexuelles, on retrouve beaucoup cette tendance à mettre la faute sur les victimes. Si une personne se fait agresser, peut-être qu'elle peut chercher quand même. Avec par exemple la fameuse
Ah, mais t'as vu comment elle était habillée? Avoir conscience du déterminisme et déconstruire la méritocratie et la croyance en un monde juste, ça peut nous aider à avoir une attitude plus bienveillante envers les autres. Quel que soit le comportement des gens et leur personnalité, ou les choses qui vous déplaisent chez eux, tout ça a été déterminé, tout comme vous êtes déterminé. Ça ne fait alors plus sens de blâmer les gens pour leur comportement. Il est davantage pertinent de se montrer compréhensif et bienveillant envers ces gens qui ont été déterminés à agir tout comme nous. Après, c'est clair que c'est pas toujours évident, surtout envers des gens qui font des actes qui nous touchent profondément. En tout cas, si on a un objectif politique qui est de construire une société où les individus sont heureux et ne souffrent pas trop, il est urgent de déconstruire cette illusion de la méritocratie. Les gens ne méritent pas ce qui leur arrive et chaque personne a le droit, tout autant que les autres, d'avoir une vie décente. Donc je considère que même les tueurs en série et les pires criminels, ils ont le droit de vivre comme n'importe quel autre citoyen malgré ce qu'ils ont fait. Et au tribunal, on ne les commande pas, puisque bon, les pauvres, ils ont été déterminés à faire ça. Alors c'est une critique récurrente faite au déterminisme. On affirme que si on accepte qu'il n'y ait pas de libre arbitre, alors il n'y a plus de justice, puisque personne n'est responsable de quoi que ce soit. Et n'importe qui peut faire des crimes en disant « mais je suis pour rien, j'ai été déterminé à ça ». Et je pense effectivement que les gens ne méritent pas ce qui leur arrive, et qu'en soi personne ne mérite de souffrir, mais il y a quand même de bonnes raisons d'avoir un système judiciaire qui condamne et punit certains comportements. Mais la question à se poser ici, c'est à quoi ça sert d'avoir un système judiciaire ? À quoi ça nous sert d'avoir une justice? Si c'est pour donner aux gens ce qu'ils méritent et punir les méchants, alors effectivement ce n'est pas très pertinent. Mais la justice a tout de même un autre rôle politique intéressant, suivant le modèle de société qu'on veut avoir. Si on veut plutôt faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes heureuses et épanouies, et le minimum de souffrance, sanctionner certains comportements peut être pertinent pour signifier que dans la société, il y a des choses qu'on considère inacceptables et que, de fait, elles sont interdites. Après, il faut voir si effectivement le fait de punir diminue le nombre de ces comportements problématiques. Et de point de vue conséquentialiste, si la sanction permet de faire diminuer le nombre de crimes et instaurer un climat un peu plus paisible, alors cette sanction peut se justifier sans faire appel au libre arbitre. Petite expérience de pensée, si on prend le cas d'une personne qui aurait commis d'atroces crimes et qu'on avait la possibilité de la punir, est-ce qu'on devrait le faire? Là, je considère qu'à l'échelle de la société, la punition peut être pertinente, car elle met en avant que ces comportements ne sont pas acceptables. Mais en dehors de ça, imaginons qu'on ait la possibilité de faire souffrir cette personne juste avant qu'elle s'exile toute seule dans un lieu isolé, et que personne n'est au courant, et donc pas de conséquences positives telles que ce que ça renvoie aux autres, je pense alors qu'il ne faudrait pas faire souffrir cette personne, parce que ce serait juste augmenter le taux de souffrance sans avoir de conséquences positives. Et ce serait donc une mauvaise action, quand bien même la personne aurait fait elle-même de mauvaises actions en amont. Bon, en guise de conclusion pour cette vidéo un peu plus longue que d'habitude, je vais résumer ce qu'on vient de voir. On a parlé de déterminisme et notamment des déterminismes sociaux. Chacun d'entre nous est le produit de son environnement et si on avait vécu différemment, on ne serait pas du tout les mêmes personnes que celles qu'on est aujourd'hui. On a aussi vu qu'on a une tendance à penser que le monde est juste et que ça nous pousse à considérer les situations inégalitaires comme acceptables par l'idée de mérite. Et puisqu'en réalité le monde n'est pas juste, cette notion de mérite est un problème puisqu'elle vient justifier des inégalités qui n'ont pas lieu d'être. On a donc conclu que les gens ne méritaient pas ce qui leur arrive, pas même les punitions, et que l'existence d'un système judiciaire pouvait tout à fait se défendre au vu des conséquences positives qu'il peut avoir sur la société. Bon, voilà pour cette vidéo sur le déterminisme, j'espère que vous aurez été déterminés à l'apprécier et à mettre des commentaires et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Ciao!